serait peut-être utile d'échanger et d'impliquer les politiques. C'est peut-être par là que personnellement je serais intéressé par un commentaire ou deux vers la fin de la séquence. Donc si mon plan de travail vous convient, je pense qu'on peut se répartir ainsi les rôles et les prises de parole, en essayant encore une fois d'être le plus concis possible, puisque Michel m'apprend que ce n'est pas 1h20, mais c'est précisément 60 minutes. Qui veut prendre la parole? On commence par les dames. Merci, Monsieur Lou. Je parle d'abord du processus de traitement des manuscrits que je reçois. Un auteur, un écrivain, même un débutant, un auteur confirmé me propose un manuscrit. On vous l'envoie soit par mail, soit on vous le dépose de manière physique à votre bureau. Vous l'enregistrez comme tout document que vous recevez de l'extérieur. Vous le faites lire par le comité de lecture qui donne son avis, mais j'en fais moi aussi une lecture qui vous donne son avis. C'est un manuscrit qui est bon, qui n'est pas bon, soit c'est un manuscrit qu'on peut améliorer, et on vous dit dans quel sens il faut l'améliorer, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Vous discutez avec l'auteur, et les auteurs qui acceptent qu'on améliore les manuscrits, il y en a qui n'acceptent pas. Il y en a qui vous diront non, moi je ne le vois pas dans ce sens-là. Je vous proposer une orientation quand même, parce que en tant qu'éditeur, avec l'expérience que vous avez, vous pouvez l'orienter, vous lui dire voilà les insuffisances remarquées dans votre manuscrit. On pense que vous pourrez l'améliorer dans ce sens-là. Il y en a qui l'acceptent, il y en a qui ne l'acceptent pas. Si l'auteur a accepté que vous avez amélioré son manuscrit, ou que le manuscrit est bon dès le départ, le processus éditorial se met en marche, c'est-à-dire on fait les corrections par un autre correcteur qui est plus aguerri, qui est capable de faire des corrections plus approfondies. Voilà, la forme, le fond, les syntaxes, tout. Il faut quand même que le roman respecte quand même certaines corrections, parce que c'est un roman, il est appelé à voyager. Il ne faut pas écrire que pour le public ivoirien, je parle de la Côte d'Ivoire. Il faut écrire un roman que vous pouvez le proposer en France, au Sénégal, partout. Même si c'est une histoire ivoirienne, c'est une histoire qui peut intéresser tout le monde. Donc il ne faut pas écrire que pour son pays. Il faut écrire pour tout le monde. Un Européen, un Africain, un Chinois, qui peut s'intéresser à ce que vous évoquez, au sujet que vous évoquez. Donc quand tout ça est fait, on fait les corrections et tout ce qui s'ensuit et tout. Le choix de couverture, ça se discute avec l'auteur. L'auteur donne son avis, nous lui donnons aussi notre avis sur la couverture. Et puis on est d'accord. Toujours est-il qu'il faut être d'accord avec l'auteur sur le choix de la couverture. Parce que le livre lui appartient d'abord, avant d'appartenir à l'éditeur. Il faut qu'il soit d'accord sur le choix de couverture. Donc tout ça, c'est des consensus par la fin, à un moment. C'est des consensus, on n'est pas toujours d'accord à 100%, mais on essaie autant que faire se peut de contenter l'auteur. Autant que faire se peut de le contenter. Donc voilà, quand c'est fait, et puis on imprime. Nous on imprime, on édite à compte d'éditeur, pas à compte d'auteur. Ça c'est la première question que l'auteur vous pose. Qu'est-ce que j'ai à payer? Chez les classiques ivoiriens, vous n'avez rien à payer. Nous produisons à compte d'éditeur. Après ça sort, il y a le contrat, tout ce qu'il faut signer un contrat. Le contrat même se signe avant la sortie du foire. Voilà. C'est pour éviter tout malentendu, parce qu'il y a des auteurs. Si vous ne signez pas le contrat, après quand le livre est sorti, moi je ne suis pas d'accord avec tel paragraphe, je veux qu'on change ça, je veux qu'on mette ça. Ils veulent des contrats à la mesure, à la même. Ce n'est pas toujours possible. Donc après ça, il faut maintenant faire la proposer chez les libraires. Voilà, monsieur le secrétaire. Très bien. Juste pour souhaiter la bienvenue à Sigiso. Je ne sais pas si je dois avoir Michel. Voilà. Nous rejoindre. En attendant, Sansi, comment ça se passe à la matin?
Mais écoutez, je pense qu'elle a dit l'essentiel. L'auteur propose le manuscrit. Il y a le comité de lecture. Nous avons beaucoup d'universitaires, parce qu'on a différentes collections, donc, et d'autres dans les ministères qui nous soutiennent, à peu près une cinquantaine qui accompagnent le projet. Ils donnent leur avis. Il y a 3 niveaux de lecture. Ensuite, soit c'est oui, soit c'est non. Si c'est oui, je pense qu'on passe à l'étape du contrat et le reste suit. Et nous aussi en compte d'éditeur, parce que c'est clair, mais avec un modèle économique, nous demandons à l'auteur de s'impliquer dans la promotion de son livre. Et ça, c'est l'innovation que nous avons fait avec une stratégie. L'auteur qui s'implique à 50% sur les livres dont il va faire les préachats et l'armatan à 50%. Et aujourd'hui, ce modèle économique nous permet d'impliquer énormément nos auteurs, parce qu'au lieu d'attendre 5-6% ou 10% après, ils peuvent avoir tout de suite 50%. Donc aujourd'hui, en Guinée, nos auteurs sont très satisfaits de cette opération. Certains à des sorties, nous avons des préachats de 500. Nous avons dans d'autres 100, dans d'autres 200. Et nous, ça nous permet d'aller de l'avant, parce que nous disons l'auteur doit être au cœur vraiment du processus, autour de lui, dans sa famille, ses amis, ses collaborateurs, pour ceux qui travaillent, pour ceux qui connaissent la Guinée. Il y a beaucoup de communautés, les villages, les gens, nous les intéressons. Et aujourd'hui, on fait de sorte que le livre soit sexy en Guinée. Pour nous, le livre était une belle femme, excusez-moi, les femmes, mais qui n'était pas convoitée en Guinée. On essaye de dire à l'auteur, pour la sortie de votre ouvrage, vous devez mettre vraiment du sien. Vous devez vous impliquer. Donc pour les sorties des fois de livres à Conakry aujourd'hui, on remplit le centre culturel franco-guinéen. Les auteurs, les hôtels sont vraiment remplis. Et nous avons fait des partenariats avec des hôtels. Chaque mercredi, de 17h à 19h aujourd'hui, on présente, et c'est vraiment l'auteur qui est au cœur. Nous, on l'aide à prendre en main les choses, on donne les conseils nécessaires pour aboutir vraiment à un succès. Très bien. Je note dans le lexique livre sexy. Hier, on a eu mélicitation. Ça va. Alors, à Saraba, comment ça se passe? Alors, à Saraba, je vais déjà rebondir sur ce que mon confrère vient de dire. On est effectivement aussi sous le compte d'éditeur. Il y a cette phase de contrat où on négocie des droits. On essaie, nous, en tout cas à notre niveau, de donner aussi ce qu'on appelle des avaloirs. C'est une avance sur les droits de l'auteur. En tant qu'éditeur, on essaie que si on paye sur un livre, c'est que c'est nous qui prenons le risque. Et cette avance, elle est acquise à l'auteur. Que le livre marche ou pas, après c'est à la maison d'édition d'en faire son problème. Donc on est un peu sur le même principe. Et ce qui vient de souligner le fait d'intéresser les auteurs sur les ouvrages qu'eux, ils peuvent vendre dans le besoin direct, c'est quelque chose aussi que nous faisons, parce que c'est une manière de les impliquer plus, et puis financièrement c'est plus intéressant pour eux. On passe à peine de rééquilibrer cette relation éditeur-auteur. Après, pour revenir à votre question initiale qui était un peu notre quotidien, le métier d'éditeur, il y a deux mots, deux concepts qui me viennent en tête. C'est un métier de chef d'orchestre en fait. Parce que les gens ils viennent avec leur manuscrit, ils ont une idée, ils nous envoient un texte, que ce soit de la jeunesse ou de la littérature. Et nous, notre travail, c'est de coordonner en fait l'ensemble des acteurs qui vont intervenir dans la chaîne de fabrication jusqu'à l'ouvrage imprimé que le lecteur, le consommateur va avoir. Et nous, notre travail, c'est de coordonner tout ça. Et c'est aussi un métier, comment je peux dire, du temps multiple. Parce que là, le processus il est décrit, c'est chronologique, mais en tant qu'éditeur, moi aujourd'hui à Saraba, ce que je dis, c'est que justement on a plusieurs projets qu'on est en train de gérer en même temps,
Et pendant sur mon projet, on est en train de gérer le contrat, après faire le travail éditorial, les illustrations. Et un autre projet qui est en train de se terminer, là, on était sur la maquette, on pense déjà à la promotion. Donc sur une seule journée, en fait, on navigue entre différents projets. Et ce qu'on essaie de faire, c'est justement d'accompagner les auteurs, parce que c'est ce qui nous demande quelque part. Quand il vient voir un éditeur qui ne s'autorise pas, c'est d'avoir cet accompagnement. Donc c'est beaucoup de discussions, beaucoup de dialogues sur les couvertures, sur les textes, sur les illustrations, etc. Et l'un des défis aussi, c'est de faire sentir à chaque auteur qui vient nous voir qu'il est unique, parce que eux, c'est ce qu'ils perçoivent. Les auteurs, quand ils envoient leur texte, ils pensent qu'ils sont seuls à vous avoir envoyé des choses. Des fois, c'est « Ah, je t'ai envoyé un texte hier, mais je n'ai pas encore eu de retour. » Oui, mais ton texte est arrivé, mais il y en a peut-être 10 autres qui sont là, qui attendent. Donc, c'est essayer de gérer ça, parce que quelque part, c'est leur bébé qui nous confie, et eux, ce qu'ils attendent, c'est que l'ouvrage sorte et que ce soit à la hauteur de leurs espérances. Donc, jongler, c'est beaucoup d'humains. Il y a une partie technique, mais la partie technique, elle s'apprend dans le temps. Le plus important, c'est de vraiment gérer la relation humaine, parce que comme ils l'ont dit tout à l'heure, c'est l'auteur qui est au cœur. S'il n'est pas satisfait, en tout cas, il n'y a rien qui peut marcher. Voilà, je pense que c'est un peu ça. Merci, Suleiman. Je vais faire, je permets que je passe par l'autre. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors, tu sais, on a démarré en essayant de travailler sur 300 détails. Le premier, c'est le quotidien. Comment travailler. Voilà. Le second, c'est comment vous envisagez la promotion pour les auteurs. Le troisième point qui est important, c'est se projeter un petit peu sur l'avenir de ce travail de coordination, de promotion des textes sous-régionales, en laissant à sur l'international. Voilà. Et ça, ça sera ça. Merci. Je voulais d'abord saluer toute la salle, saluer le présidieux, en commençant par vous, monsieur le directeur du livre, la lecture. Et je ne sais pas, je devrais peut-être commencer par m'excuser, mais en réalité, je suis dans le temps, parce que dans le programme que j'avais reçu hier, on devait passer à partir de 10h50. L'inversion, je l'ai reçue vraiment quelques minutes, et pour reprendre l'expression de Dumas, je n'ai même pas fait les gorgées doubles, mais j'ai même pas fait les bouchées doubles, mais les gorgées triples, pour venir vraiment vous rejoindre. Mais tout de même, comme vous avez déjà démarré, je dois présenter mes excuses à la salle pour être un peu en retard. Comment se fait le travail de l'éditeur, si je comprends bien, de façon ramassée? Il faut dire que, c'est vrai qu'il faudrait que nous pensions là-dessus. Pour plusieurs raisons. Si on a des maisons d'édition solides en Afrique, qui ont déjà fait le temps et qui ont vraiment montré ce dont elles sont capables, par contre, de plus en plus, nous avons quand même des maisons d'édition. Il faut le dire sur le tas, il faut oser le dire, qui n'ont pas suffisamment appris le métier et qui pensent qu'on peut s'élancer déjà dans l'aventure éditoriale sans avoir pu cerner tous les contours. Et ça, c'est dû d'abord à quelque chose. Je me tue toujours à le dire, nous avons besoin de textes réglementaires qui accompagnent les maisons d'édition. Il nous faut ça. Il nous faut, je crois, à un moment donné, nous arrêter, faire l'état des lieux, discuter entre nous, et puis voir comment faire en sorte que les maisons d'édition soient fortifiées par des textes réglementaires, pour que n'importe qui ne puisse pas s'élancer dans la mise en place d'une maison d'édition, à mon avis. Parce que l'édition est quelque chose de très sérieux. Parce qu'il s'agit de véhiculer la culture, d'abord, d'un pays, d'une nation. Parce qu'avant tout, quand on parle de soi, quand on parle de sa société, on véhicule des valeurs. Et pour cela, ces valeurs-là, il faudrait savoir comment les véhiculer. D'autant que nous parlons dans une langue qui nous est étrangère. D'autant que nous travaillons dans un format peut-être qui ne nous appartenait pas au début. Nous sommes des peuples l'oralité, on a dit. Donc, l'écrit peut-être, on commence à y arriver, mais il faudrait que nous puissions tirer notre épingle du jeu, et on peut le faire. Nous avons le génie du peuple qui peut le faire. Chez nous d'abord, comment cela se passe d'abord? C'est un travail collégial avec l'auteur. À toutes les étapes, à tous les moments,
nous sommes en étroite collaboration avec l'auteur. Dès que le texte vient, généralement il me parvient ou il parvient à mon assistant Moustapha Gueye, il y a déjà une première lecture qui se fait, une lecture en diagonale, une lecture rapide, pour voir est-ce que ce texte, ça peut passer. Une fois que cela est fait, nous avons des logiciels de correction. Nous soumettons le texte d'abord au logiciel de correction. On n'a pas de correcteurs. On a voulu un peu aller vers ça, c'était trop cher. Un correcteur nous demandait 200 francs par manuscrit, on ne peut pas. Donc, on a tellement abandonné d'avoir des correcteurs. Nous sommes engagés à avoir des logiciels de correction que nous avons achetés, mais qu'il faut faire avec intelligence, avec très intelligence, parce que sinon, vous risquez de dénaturer le texte de l'auteur. Il faut le faire avec vraiment beaucoup d'intelligence. Une fois que ce travail-là est terminé, je reprends quand même la lecture. Une lecture rapide, une lecture sélective. C'est-à-dire que je ne peux pas me permettre de lire tous les textes qui viennent à la maison d'édition parce que nous en recevons énormément. Mais nous pouvons prendre, on peut faire la loi de la sélection, sélectionner quelques pages pour voir est-ce que le travail de correction de l'antidote a été bien mené. Si on a des difficultés à ce niveau-là, nous convoquons l'auteur. Nous disons attention, votre texte a des problèmes. Vous devez aller le reprendre ou le soumettre à un professeur de français ou à quelqu'un d'autre qui puisse vous corriger le texte. Dans la plupart, dans beaucoup de cas, l'auteur nous dit est-ce que vous ne pouvez pas le faire? Est-ce que vous ne pouvez pas m'aider? On lui dit que d'abord, c'est difficile d'allier le métier d'édition et le métier de correction, mais nous pouvons tenter de trouver quelqu'un qui pourrait vous le faire. Mais c'est moyen qui vous le fait. Là, souvent, c'est des auteurs qui n'ont pas assez d'argent. Souvent, qui n'ont pas assez d'argent. Mais nous le demandons, d'abord nous essayons de mettre en contact avec celui qui est censé pouvoir corriger le texte. S'ils sont capables de s'entendre sur un minimum, ça peut aller jusqu'à 50 000 francs ou 100 000 francs parfois. Dans certains cas, nous intervenons pour tordre la main au correcteur pour lui dire écoute, c'est un premier auteur, c'est un jeune auteur, il vient d'arriver, il ne connaît pas. Est-ce qu'il n'est pas possible de lui faire quand même quelque chose en révision? Et souvent ça marche. Et le correcteur essaie de prendre le texte. Et là où il y a le problème, c'est que souvent le correcteur prend du temps avant que le texte soit corrigé et nous revienne. Souvent, le temps, parfois, c'est 2 mois, 3 mois, c'est parfois très long. Très long. Et ils sont obligés de relancer. Et pendant ce temps aussi, l'auteur est très pressé pour pouvoir publier son livre. Une fois que le travail est terminé, ce n'est pas fini. Et c'est là où il y a la difficulté avec les auteurs, en tout cas sénégalais dont j'ai l'expérience, c'est qu'ils n'ont jamais terminé d'écrire. Ils n'ont jamais achevé d'écrire. Vous avez un texte que vous avez terminé de corriger, affiner, vous êtes en train de donner à l'informaticien de pouvoir faire la forme et tout, et au dernier moment, on revient. J'ai besoin d'acheter ceci, j'ai besoin d'acheter cela, j'ai besoin d'acheter. Tout le travail fait est chamboulé. Il faut revenir à la case départ. Mais là aussi, on est en train de trouver des modalités pour montrer à l'auteur qu'il est possible de revenir une fois que certaines étapes ont été dépassées. Une fois que le texte a été corrigé, évidemment, nous le soumettons à des professeurs de français, à des collègues pour la lecture et pour pouvoir nous engager dans les couvertures, sur le texte, sur les illustrations, etc. Et l'un des défis aussi, c'est de... Vous avez vu, je n'ai pas nommé comité de lecture. Parce que eux, c'est ce qui passe pas. Quand ils envoient un texte, ils pensent que c'est tout seul à vous avoir envoyé des choses. Des fois, c'est « Ah, je t'ai envoyé un texte hier, mais je n'ai pas encore eu de retour. » Le texte est arrivé, mais le texte est Ah, donc c'est là, bon, en 2 minutes, je comprends. Le bébé qui nous confie, il nous va l'histoire, que ce soit la hauteur de nos espérances. Donc, c'est beaucoup il y a la partie technique, elle s'apprend dans le temps. Et souvent, on a le plus important, c'est de gérer la relation humaine. Ils l'ont dit tout à l'heure. C'est le vous pouvez
Non, on a besoin d'une note de lecture. Et on ne s'entend pas aussi sur combien il faut payer. Un livre de 200 pages, un livre de 250 pages, un livre de 300 pages. On n'est pas parvenu à nous entendre là-dessus. Mais dans le renouvellement de nos contrats avec eux, nous allons essayer d'avoir une fourchette. Parce que les nouvelles éditions africaines nous avaient quand même permis d'avoir une expérience en la matière. Ils ont une façon de moduler le paiement des comités d'écriture en fonction du nombre de pages. Et nous, on peut s'inspirer là-dessus. Et je termine en disant une fois, peut-être terminer sur la quatrième de couverture et la première de couverture, qui appartiennent, ces deux éléments appartiennent à l'éditeur. C'est lui qui fond le livre. C'est lui qui sait quelle est la couverture qui est la meilleure pour ce livre-là. Mais nous travaillons aussi en collaboration avec l'auteur. Il a ses couleurs, il a ses préférences, il a parfois ses images, il peut nous amener si ça colle avec notre vision. Nous acceptons ces images, sinon nous discutons avec lui pour lui montrer que ces images ne peuvent pas vendre. On a eu un auteur qui nous a amené des images totalement. Je n'ose même pas dire obsolète, mais qui n'est pas libre. Et on a dû changer. Et la quatrième de couverture, évidemment, souvent aussi c'est avec l'auteur, qui a aussi son texte pour mettre à la quatrième de couverture. Il y a des gens comme moi qui ne souhaitent pas d'avoir leur visage sur la quatrième de couverture, même si Abdoulaye Diallo me force à le faire. Mais il y a des gens qui aiment avoir leur visage dans la quatrième de couverture. Merci pour le bateau. Voilà, alors donc, Ange, pas tout à fait nous allons parler de l'activité éditoriale au quotidien parce que ce n'est pas comme ça le métier aujourd'hui. Donc, ce serait bien si on pouvait avoir avec moi une transition vers le second point qui consiste à évoquer la question de la promotion de l'accompagnement des auteurs, en particulier sur l'international. Diallo, merci d'être venu. Merci. D'accord, on va, en tant que parole, enchaîner un peu dans la même direction. Merci. Puisque Armatan Guinée nous a brossé un tout petit peu un concept qui n'est peut-être pas en je sais pas, mais enfin, il y a autre chose. Mais le moment venu, on en reparlera. Ah, je suis désolé. Donc, merci. Alors, on avait dit 10h50, hein. À 10h50, j'étais là. Alors, pour ma bonne compréhension, quand le thème qui nous interpelle fait appel à la circulation des auteurs au sud, quelle stratégie des éditeurs? C'est bien ça, hein? Comme là, on a tout de suite abordé les questions relatives au processus éditorial, donc je me posais un peu la question de savoir si j'avais bien compris. D'accord. Donc rapidement, sur justement le processus éditorial, moi je voudrais rapidement préciser qu'à quelques variations près, c'est ce que tout le monde fait. Parce qu'on ne va pas réinventer quand même la roue. Dès lors qu'on est un professionnel du métier, il y a donc des étapes qu'on se doit de respecter. Voilà. Et peut-être il y a une étape qu'on n'a peut-être pas mentionnée dans les différents propos, c'est que tout le monde a plutôt abordé la question où c'est l'auteur, c'est l'écrivain qui vient vers la maison d'édition. Alors il y a aussi le fait qu'en tant qu'éditeur, nous sommes des marketeurs. Donc on est à l'écoute du marché, on doit tenir compte des besoins, des attentes du marché, et en fonction de ça, on pourrait concevoir des projets, et sur la base de ces projets-là, aller vers des auteurs pour leur demander de nous produire du contenu. Donc il y a l'auteur qui vient de façon spontanée vers la maison d'édition, mais il y a aussi l'éditeur sur la base de certains projets qui est censé aller chercher la personne de ressources idéales pour le mettre en avant. C'est la précision que je voulais faire. Sur le point concernant justement les stratégies promotionnelles, et elles sont nombreuses. Il y a les stratégies classiques qu'on connaît. Quand je parle de stratégie classique, il y a les médias traditionnels qu'on a toujours utilisés, et à côté de cela, il y a la traditionnelle et classique cérémonie de dédicace qu'on organise. Mais aujourd'hui, le lectorat est devenu exigeant. Le lectorat il est mouvant, et le lectorat il est dynamique. Donc, on doit pouvoir faire appel à un certain nombre de multi-supports, multi-organes pour justement susciter de l'intérêt. Nous sommes un continent qui a pour principale culture l'oralité. Voilà. Donc on
que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal, partout en Afrique, nos populations n'ont pas encore véritablement intégré la lecture dans les habitudes au quotidien. Donc c'est une bataille que nous sommes en train de mener. Et pour ce faire, nous menons aujourd'hui la bataille de l'électorat. Nous menons la bataille de l'électorat qu'on veut actif, qu'on veut durable. L'électorat actif, c'est justement ces enfants, ces femmes, ces hommes qui de façon spontanée vont se procurer un livre, non seulement se le procurer, mais le lire. Donc aujourd'hui, on a tout ce qui est médias sociaux, qu'on appelle communément les réseaux sociaux. Donc en principe, on doit pouvoir les utiliser au maximum. Le livre aujourd'hui a cet avantage de se présenter sur différents supports. À côté du support papier, on a aujourd'hui le livre dans son support digital, dans son support numérique, même dans son support audio. Donc on doit pouvoir optimiser, on doit pouvoir capitaliser tous ces supports-là. On ne doit pas les percevoir comme des supports concurrentiels, mais plutôt comme des supports complémentaires. Le rôle de l'éditeur, c'est de pouvoir, partant de son livre en version papier, exploiter aussi bien la version digitale, numérique et même audio pour pouvoir toucher le maximum de public. Autre élément de promotion aujourd'hui qui est de mise, le constat est que dans la circulation justement et du livre et de l'auteur, nous sommes confrontés à un certain nombre d'obstacles. Donc, ce qui nous permet aujourd'hui, des obstacles sont plusieurs. C'est lié au circuit, au canaux, au réseau de distribution, c'est lié aux moyens de transport. La difficulté, pour contourner cette difficulté, aujourd'hui, nous avons tout ce qui est salon et foire, tout ce qui est manifestation littéraire, qui sont des occasions aujourd'hui privilégiées de réunir sur le même espace l'auteur et son œuvre. Parce qu'on ne réussit pas cet exploit avec le livre numérique ou le livre digital. Le livre digital sert à réussir à briser les frontières, les barrières, mais c'est le livre qui va d'un point X vers un point Y. L'auteur n'a pas forcément la capacité d'être dedans, mais à la faveur des manifestations littéraires, sous quelque forme que ce soit, on a cette possibilité-là aujourd'hui de réunir et l'auteur et son ouvrage, justement pour lui permettre de dédicacer, de justifier son ouvrage. Donc en matière de promotion, il y a aussi les cafés littéraires, tout ce qui est café littéraire, tout ce qui est capsule littéraire. Tout à l'heure j'ai parlé des médias sociaux qui sont dédiés à tout ce qui est capsule littéraire, mais il y a aussi les cafés littéraires. Je sais que pour l'exemple de la Côte d'Ivoire, on a un foisonnement, on a une multitude aujourd'hui de tribunes littéraires qu'on fait dans les écoles, dans des espaces dédiés, tout cela pour justement amener le livre à inscrire le livre au cœur de nos foyers, au cœur de nos familles, amener nos populations à faire du livre le compagnon et l'ami idéal. Donc les techniques de promotion, j'ai envie de dire, ne sont pas figées. Il faut peut-être les réinventer aussi. Il faut réinventer, il faut oser. Les librairies classiques, quand on regarde tout de suite, c'est juste à la faveur de la rentrée scolaire que les librairies sont beaucoup sollicitées. Mais une fois qu'on a fini la rentrée scolaire, rarement vous verrez le citoyen lambda fréquenter les librairies. Donc, il faut amener le livre vers les populations. Il faut que le livre puisse être présent dans les supermarchés, dans les hypermarchés, dans les boutiques. Il faut que le livre puisse être présent dans les boutiques de stations d'essence, dans les compagnies routières. En fait, on a besoin, il faut oser, mais tout cela va se faire dans un cadre structuré, dans un cadre bien organisé. Et comme l'a dit tout à l'heure le confrère, tout cela passe aussi par une organisation avec une loi. Voilà, il faut une réglementation, il faut une loi qui va venir protéger les acteurs, les professionnels du secteur. Et puis enfin, ce que je voulais peut-être dire et ajouter, c'est la nécessité pour nous de professionnaliser les métiers du livre. Voilà. Professionnaliser nos métiers, ça part d'une prise de conscience collective.
de plus en plus, je ne suis pas contre ça, hein, mais tantôt on est écrivain, tantôt on est libraire, tantôt on est imprimeur. Je pense que ça fait un peu trop. Voilà, tantôt on est éditeur. Donc, la professionnalisation du métier passe quand même par se spécialiser sur un ou deux segments. Et si on se spécialise sur ce segment-là, il faut se donner les moyens de se former. Donc, se donner les moyens de se former aussi, il faut se conformer à la loi, il faut se conformer à la législation. Merci, Ange. Tu as dit au moins 3 fois, il faut oser. Et c'est vrai. Alors, mon ami Sansi a osé. Si je peux me permettre quelques réminiscences de nos séjours à Conakry, capitale mondiale du livre, il avait dit, dans une bonne répartition des rôles sur l'espace régional, Dakar, c'est la Biennale. Abidjan, c'est Massa, c'est ça? Oui, le Massa. Ouagadougou, c'est le cinéma. Bamako, c'est la photo. Conakry, c'est le livre. Il a des livres. Il dit 2025, ce sera la capitale africaine du livre. Alors, chers amis, qu'est-ce que vous pensez de ce défi? Et je l'invite aussi. Est-ce qu'Ablaï serait d'accord que le Sénégal renonce à sa prétention pour laisser à notre ami Sansi peut-être de décréter Conakry capitale africaine du livre? Si tu permets, je parle de 2025, Conakry c'est la capitale. Non, il est compris qu'il y a une activité de lancement. On lance la biennale, mais dans le processus, nous donnons 10 ans pour être capitale africaine du livre, avec la biennale, avec l'Académie du livre, les grands prix africains, et faire circuler le monde du livre à Conakry. Alors, je sais que Dakar est avec nous. Abdoulaye, qu'il veuille ou pas, il sera dans... Dakar a déjà quelque chose. Je ne suis pas avec vous, et je le dis en toute amitié. C'est un rêve, c'est une prétention. Il faut accompagner, hein, il faut respecter. Mais j'estime que chaque pays, quand même, a quelque chose à faire. Pas de problème. Et que nous devons travailler dans une bonne synergie, dans une bonne intelligence, pour voir comment maximiser nos possibilités. Mais enfin, je ne rentre pas dans le débat. Ablaï, Conakry veut prendre le livre africain. Merci, monsieur le directeur. Je voudrais d'abord saluer les festivaliers. Je veux dire que ce n'est pas moi qui suis en retard, c'est eux qui ont chanté le programme sans m'arrêter. Moi, j'ai une table ronde qui devait commencer à 10h50. On est d'accord, Ablaï. À 10h40, j'étais là. Voilà. Ceci dit, je voudrais vous saluer tous. Voilà, m'honorer d'être là et surtout d'avoir à prendre la parole. Avant de tenter, je veux dire, de donner un avis sur votre question, je voudrais quand même rebondir un tout petit peu sur ce que mon paysan préféré a dit. Pourquoi? Parce que je suis arrivé au moment où il parlait de la problématique de la correction. Moi, je passe mon quotidien à me battre avec les auteurs pour qu'ils nous laissent le temps de corriger les livres. Lui, le premier, parce que c'est un de mes auteurs. Avant de venir, j'ai dû user de toutes mes aptitudes diplomatiques que l'on me connaisse pour pouvoir demander à certains de mes auteurs de calmer leurs ardeurs. Que l'édition, c'est la correction. C'est pourquoi je ne suis pas du tout d'accord avec Seydi quand il me dit que le métier de correction n'a rien à voir avec le métier du livre. Ah si, j'ai noté. En tout cas, c'est ce que j'ai noté, c'est ce que j'ai entendu. Voilà. Ah oui, ça c'est sûr. En fait, nous, je veux dire, parce que la correction est au cœur du métier. Moi, personnellement, à mes débuts, j'en ai fait les frais. Pourquoi? Parce que on a eu beaucoup de difficultés à nous frayer une place, je veux dire, dans le cercle des maisons d'édition sérieuses. Pourquoi? Parce qu'au début, on se faisait carrément flouer. C'est-à-dire, moi, il parle de 200 000, moi je me suis retrouvé au début, on payait jusqu'à 300 000 francs certains manuscrits. Mais au final, on se rendait compte que le travail n'est pas fait. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé chercher des correcteurs professionnels que j'ai embauchés. Ils me coûtent ce qu'ils me coûtent, mais au moins, il y a une stabilisation du travail. Et une autre information à savoir, les bons professeurs de français ne sont pas forcément de bons correcteurs. Ça n'a rien à voir. La correction est un métier à part du secteur de l'édition. Les profs de français
ne sont pas forcément les bons correcteurs. C'est-à-dire, le métier de correction est un métier à part, je veux dire, qui en fait qui est au cœur de notre métier, qui est au cœur de nos métiers. Et je voudrais m'en arrêter là, sur ces questions, et dire que il faut que l'on aille dans le sens, en tant qu'éditeur aussi, de faire comprendre à nos auteurs de ne pas accepter en fait de subir la pression. Parce que quand on met la pression sur le service de correction, forcément nous sortons des livres avec des coquilles. Parce que le correcteur, on lui fixe un deadline, c'est-à-dire on te dit que tu as quelques jours pour corriger un texte de 200-300 pages, et il faut oser le dire. Parfois, certains des textes que nous recevons sont des brouillons. Ça aussi, il faut qu'on le dise. C'est-à-dire sur, par exemple, une centaine de textes, il y a généralement moins de 10% de ces textes qui peuvent subir une seule étape de correction. Tout le reste, il faut passer dessus 2 ou 3 fois. Avant de venir, j'ai lancé des manuels, des manuscrits, des tapuscrits que les correcteurs doivent passer chercher. À mon avis, ça, c'est notre cœur de métier. Et quant à cette prétention de notre ami Sancy, moi, je la salue. Pourquoi? Parce que, je veux dire, c'est dans la folie. Ange disait tout à l'heure qu'il faut oser. Moi, je pense quand même que Ouaga n'est pas devenu capitale du cinéma par décret des acteurs du cinéma à l'époque. C'est parce qu'ils ont travaillé, qu'ils se sont donné les moyens de faire en sorte que l'Afrique décide en tout cas de se retrouver à Ouaga. Je veux dire, la biennale que le Sénégal organise aussi, c'est lié au fait que le ministère, les acteurs du cinéma, les mécènes ont fait le travail nécessaire. Maintenant, si Sancy c'est-à-dire se sent capable d'abattre ce travail, je pense que nous tous qui sommes là dans cette salle, chacun en faisant bien évidemment ce qu'il veut faire de Conakry, à la limite, finalement, c'est toutes nos capitales qui sont des capitales du livre. À mon sens, c'est comme ça que je le vois. Et connaissant Sancy très agité, s'il dit s'il veut quelque chose, je ne sais pas s'il y arrivera, mais en tout cas, généralement, il se donne les moyens d'y arriver. Maintenant, c'est un gros boulot. Et j'ose espérer quand même qu'il n'est pas fou pour penser que, à lui seul, je veux dire, malgré toute la ténacité et la pugnacité qu'on lui connaît, il y arrivera. En tout cas, c'est tout le mal Sancy que nous, au Sénégal, nous te souhaitons, et on sera toujours à tes côtés. Michel, il nous reste combien de minutes? Une demi-heure, il faut envisager tout de même un petit quart d'heure pour permettre à la salle d'interagir avec vous. Oui, franchement, il faut oser, il faut être fou, faire avancer les choses. Mais pour en revenir au Burkina, si le cinéma a pu son racine, faire une aussi bonne chose, c'est aussi parce qu'il y a une synergie. Voilà. Ce conjugaison des intelligences. Sembène est au cœur du progrès du cinéma au Burkina. Sembène, c'est quand même le Sénégal. Pour dire simplement que oui, il faut oser, il faut rêver que Conakry. Mais enfin, tout en laissant aussi le Sénégal, à la Côte d'Ivoire, à d'autres pays, parce que voilà, c'est l'histoire qui est ainsi faite. Aucun pays, à mon sens, ne devrait avoir la prétention de gommer tout ce qui se fait en bien par ailleurs. Tu prends la parole pour continuer là-dessus. Maintenant, si on peut avancer d'un cran, l'idée, comme je disais, c'était au-delà de ce que vous faites individuellement dans vos différentes écologies, comment lever la réflexion pour que dans l'espace sous-régional et au-delà, nous ayons des pratiques et des politiques mieux intégrées. Alors, je ne sais pas qui souhaiterait interagir sur ce dernier point. Tu veux continuer? Je vais pas être très long sur ce point. En tout cas, ma conviction est celle-ci. Pour un pays comme le nôtre, où quand même on a l'État qui est à nos côtés pour aider à faire bouger les choses, en fait, je ne dis pas que nous devons nous réinventer, mais je pense quand même que nous devons aller dans le sens de fédérer nos synergies. Ça va dans le sens de ce que le directeur disait tout à l'heure. Moi, je rêve au Sénégal d'un puissant syndicat de l'édition du livre.
qui puisse parler d'une seule et unique voix, à qui le droit, d'abord à nous, acteurs d'une part, mais aussi à notre partenaire privilégié qu'est l'État. L'État est en train de faire mille et une choses. Mais nous, en face, est-ce que nous sommes assez généreux, est-ce que nous sommes assez solidaires pour pouvoir nous donner la main pour avancer? Au Sénégal, je pense que pour la petite communauté de lecteurs que nous avons, on a plusieurs associations d'écrivains. On a plusieurs associations d'éditeurs. Mais, c'est-à-dire, c'est un non-sens pour moi. Ma conviction, elle est celle-là. Il faut que nous allions dans le sens de fédérer nos synergies, de faire en sorte que l'on trouve un terrain d'entente sur ce que nous voulons faire de notre métier, sur ce que nous voulons faire du livre et de la lecture. Le travail que l'ASE est en train de faire, je ne vois pas en quoi il est différent de ce que la CONES fait, de ce que l'USLAM fait et de ce qu'une autre association fait. Pourquoi avons-nous du mal à nous retrouver autour d'une table pour défendre ensemble notre métier? Si nous réussissons, en tout cas au Sénégal, à régler ce problème, bien évidemment, l'État aussi, nous pourrons même obliger l'État à nous sortir cette loi sur le livre qui est dans le circuit depuis je ne sais combien d'années. Mais si nous ne le faisons pas, je pense que nous continuerons chacun à bien évidemment évoluer dans son petit coin. Abdoulaye, je peux me permettre de te taquiner. Je suis à ce poste depuis une décennie. Alhamdoulilah. J'observe beaucoup, j'ai beaucoup bougé. C'est parce que chez nous, nous manquons de générosité. Point. J'assume ce que j'ai dit. Ah, je l'ai dit. Très bien. Ben, moi, je prends le relais rapidement pour dire deux choses. Je fais le tour un peu en Afrique et ailleurs. Je pense que nous, les éditeurs, parce que c'est de cela qu'il s'agit, il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on se donne les moyens. On parle beaucoup, mais il faut qu'on agisse. Pourquoi le football est respecté sur le continent? Parce qu'ils se sont donné les moyens, les fédérations, pour parler d'une même voix. Lorsqu'une fédération est touchée dans un pays, il y a tout de suite la FIFA qui réagit. Il faut que les éditeurs, sur le plan d'abord national, qu'on puisse s'organiser et comme Abdoulaye l'a dit, qu'on ait des associations fortes et qui osent vraiment défendre les vrais intérêts des éditeurs et de l'édition, en un mot. Mais nous-mêmes, on se tire les balles, ce qui fait que ça n'avance pas. L'autre chose, c'est la volonté politique. Je pense que l'État dans nos pays a eu à régulariser un certain nombre de choses. Les patronats, par exemple. En Guinée, ça fait 10 ans, mais lorsqu'ils ont eu besoin de résoudre le problème, ils ont résolu tout de suite. Sur le plan de l'édition, sur le plan des écrivains, la même chose peut se passer. Mais pourquoi ça ne se passe pas? Pourquoi depuis des décennies, les lois sur les industries du livre dans nos pays ne sont pas votées? Pourquoi? Je me pose la question, les conventions de Florence, je ne sais pas, le protocole de Nairobi, sont coincés dans nos assemblées nationales. Pourquoi? Donc, à nous de prendre les choses au sérieux. S'il faut faire en sorte que des éditeurs puissent être parrainés, qu'ils soient dans nos assemblées, il faut le faire. C'est de la stratégie pour qu'on puisse résoudre ces problèmes. S'il faut faire respecter et créer une véritable association continentale pour que l'édition soit respectée, il faut le faire. Mais pour cela, je pense qu'on a besoin nous-mêmes d'être formés, d'être sérieux avec nous-mêmes et de ne pas toujours être à la traîne. Chaque fois qu'un éditeur veut voyager, souvent, il demande à l'État. Moi, je vais dans beaucoup de salons du livre dans le monde, je ne demande aucun copec à l'État. Je sais que je gagnerai quelque chose, j'y vais parce que j'ai envie d'être là. Mais si on est toujours là à tendre la main, ils ne peuvent pas nous respecter. Moi, je pense que c'est extrêmement important qu'on règle les choses à notre niveau pour pouvoir avancer. Parfait. Juliette. Pour parler de stratégie, M. Sansil a dit,
les autres intervenants. Il faut d'abord que au niveau des éditeurs, on se donne la main. Nous, les classiques ivoiriens, on avait tenté un moment de faire de la diffusion-distribution. C'est-à-dire quoi? Pour ceux qui ne savent pas, moi je suis éditeur des classiques ivoiriens. Je peux voir là maintenant Guinée par exemple. Moi je peux faire la promotion de tes ouvrages en Côte d'Ivoire. Tu me donnes des exemplaires, je vais présenter, s'il y a un marché, je les présente au marché. En temps, vous m'avez fixé un prix. Je me dis, ce livre, je vais te le vendre à tel prix. Il arrive que moi, j'ai un marché pour ton ouvrage. J'ai pris, à matin, je pourrais prendre quelqu'un d'autre, hein, c'est sensible. Donc, j'ai le marché et tes ouvrages sont retenus. Moi, j'ai proposé un certain prix. Et quand je valide le marché, la commande, le prix, il change. À matin, m'a dit, je te vends à 200 francs. Maintenant que je l'ai pris, il m'a dit, non, c'est devenu 300 francs. En tant que toi, tu l'as proposé peut-être à 250. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu ne peux pas servir ce marché. Donc, si on ne se donne pas la main entre nous, éditeurs, toute la stratégie qu'on va mettre en place, s'il n'y a pas d'entente entre nous, éditeurs, il faut qu'on ait des associations déjà fortes, où on se parle réellement. D'abord, ça commence par des éditeurs de métier. Il faut être un éditeur de métier. Si vous êtes un éditeur qui est venu comme ça, parce que bon, j'ai eu vent qu'il y aura un appel d'offres, donc je rentre, je crée rapidement ma maison d'édition. Toute profession qui se respecte a des règlements. Et s'il y a ces règlements, on peut se mettre ensemble et avoir des stratégies communes de promotion de nos ouvrages. Et nos ouvrages vont circuler plus facilement entre les différents pays africains parce que je pourrais remettre mes ouvrages à Matan, Guinée, je pourrais remettre mes ouvrages à un éditeur sénégalais et c'est la seule manière de faire voyager nos ouvrages, c'est la seule manière de faire traverser les frontières à nos ouvrages parce qu'on sait que le transport du livre coûte cher. Le transport du livre coûte cher. Un carton de livres de 20 kilos, vous pouvez facilement dépenser 30 000 francs pour le transporter. Donc vous voyez que c'est déjà difficile. S'il n'y a pas de stratégie commune, tout ce qu'on va mettre en place, ça ne peut pas marcher. Donc de plus en plus, vous voyez qu'il y a des livres numériques. Des livres numériques, c'est ce qui permet aux ouvrages de traverser les frontières sans avoir à payer la douane et tout ça. Donc il y a le livre numérique qui est là, c'est une stratégie qui est plus facile que de faire voyager le livre papier. Mais malheureusement, certains préfèrent le livre papier. Et je dis heureusement, parce que le livre papier est plus agréable. Donc la stratégie doit être commune. Les éditeurs doivent se mettre ensemble. Et M. Kabal a dit, une association continentale, ça ne serait pas mal. Ça ne serait pas mal pour qu'on parle d'une seule voix, qu'on ait des stratégies communes et on sera plus fort parce que seul éditeur des classiques ivoiriens fait voyager un livre sur le Sénégal, c'est la croix et la bannière. Nous travaillons plus avec le Burkina parce qu'on a le train entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Il est plus facile de faire déplacer un livre sur le Burkina. Vous le mettez au train, c'est pratiquement un quart du prix que vous aurez payé par le fret. Donc, quand on est seul, ça devient difficile. La stratégie, elle doit être commune et il faut des associations d'éditeurs fortes pour pouvoir faire voyager les livres d'un pays à un autre. Voilà, merci monsieur. Bien, Ange, Partiano. Maintenant, on va faire l'annonce, c'est 3 minutes. Moi, je voudrais 3 minutes, je ne dis pas de moins que cela. Moi, ce que je voudrais, c'est que, franchement, il faudrait que nous soyons très pragmatiques. Il faut que nous puissions quitter les voeux pieux. Il faut que nous ayons des éditions fortes. Il faut qu'il y ait une édition continentale. D'accord. Mais dégageons ensemble les stratégies pour aller vers cela. Il ne faut pas qu'on s'arrête juste à des phrases ou à quelque chose. C'est à nous de nous impliquer. Dégageons. On peut même choisir ce panel-là, de fixer une feuille de route pour aller vers une édition continentale, pourquoi pas, pour aller vers la mise en place d'éditions fortes, parce que
très sincèrement, nos livres circulent mal. Entre nous-mêmes d'abord, avant d'envisager que ça puisse aller au-delà de l'Afrique. Entre nous-mêmes d'abord. Et ça, c'est pas bon et c'est pas bien. Nous sommes dans des communautés d'ensemble, la CEDEAO, l'unité africaine, etc., etc. Pourquoi, bon Dieu, on n'arrive pas à faire en sorte que nous puissions nous connaître en tant qu'éditeur, en tant qu'écrivain? Mais ça, c'est à nous de le faire, de dégager. Et ça peut se faire que si on se retrouve dans des dynamiques de réunion, de concertation, pour aller vers des feuilles de route solides, pour aller vers des éditions continentales ou vers des éditions fortes. Et évidemment, avec, à la base, une réglementation et des lois. Merci. Merci beaucoup. Ange, alors, en termes de proposition de stratégie, moi je commencerai déjà par insister sur la nécessité de se doter d'un cadre juridique et institutionnel. C'est fondamental. Quand je parle de cadre juridique et institutionnel, donc c'est des lois. Il faut pour tous nos pays sous-régionaux de disposer de cette loi-là. Et cela relève naturellement de la volonté de l'État, en parfaite aussi collaboration avec les acteurs, les professionnels du secteur. Je pense qu'à partir de l'existence de cette loi, cela va permettre de régler le problème de groupement associatif, de coopération par cœur de métier. Tout cela découlerait effectivement de cette loi. Quoique ça existe déjà, mais la loi va venir structurer, organiser pour que chacun sache ce qu'il a à faire et ses obligations. Deuxième proposition, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment la professionnalisation des métiers. Éditeur, c'est un métier. Même écrivain, c'est un métier. C'est pour ça qu'il y a une différence entre être écrivain et être auteur. Ce n'est pas la même la signification. Être libraire est un métier. Donc ce sont ces lois-là qui vont justement venir mettre de l'ordre. Avec la loi, on a un conseil d'attribution, d'agrément de la carte qui te confère S-qualité. Mais pour l'instant, on a tout le monde qui se lève un matin, que ce soit dans le métier des éditeurs, tout le monde devient éditeur parce qu'il y a une vache à lait qu'on appelle le livre scolaire. Tout le monde devient imprimeur parce que on sait faire de l'assemblage de papier. C'est pas ça l'imprimerie. Donc il faut mettre de l'ordre, il faut professionnaliser les métiers. Troisième élément, nous-mêmes en tant qu'éditeurs, on doit inscrire au cœur de notre action la qualité littéraire et éditoriale de nos productions. Ce n'est pas au gouvernement de faire ça. Donc les mécanismes de lecture, de correction doivent être, mais ça doit être vraiment fondamental, ça doit être obligatoire. C'est vrai qu'on est confrontés tous aux difficultés financières. C'est pour ça que vous avez une maison d'édition qui va être une société unipersonnelle, vous en avez une autre qui va être une SARL, et puis maximum vous avez une autre qui va être une SA. Donc ça, c'est vrai, il y a les moyens, mais on doit insister sur la qualité littéraire et éditoriale. Et dernier point, c'est l'harmonisation des agendas et manifestations littéraires. Nous sommes déjà en Afrique de l'Ouest, mais quand vous interrogez les salons, foires, festivals et autres, on se torpille sur les dates. Dans le même mois ou à intervalle de 1 semaine ou 2 semaines près, il y a un événement littéraire. Comment est-ce qu'on peut partir d'un point X et être présent? Et puis bon, l'État aussi, on plaide auprès de vous pour que les compagnies aériennes nationales revoient quand même leur tarification pour nous permettre d'être présents. Parce que Air Côte d'Ivoire, 2h30 de vol, que ce soit Air Côte d'Ivoire, que ce soit Air Sénégal, Guinée et autres, on est à 460, 480 000 francs pour un billet d'avion. Partir d'Abidjan, venir au Sénégal. Je pense que voilà, c'est un plaidoyer pour agir sur tout ce qui est défiscalisation, l'économie du livre. Pourquoi ne pas envisager, je rêve, mais ce n'est pas un rêve, c'est possible. Pourquoi ne pas faire du livre un bien d'utilité publique? Pourquoi est-ce que, à terme, dans nos lois, on ne pourrait pas conférer au livre ce statut de bien d'utilité publique?
Une fois que cela est fait, ça va permettre d'agir sur tout le reste. Merci. Merci. Suleiman, 3 minutes, parce qu'on signale qu'il nous reste 10 minutes. Ok, je vais essayer d'être synthétique. Donc, pour revenir à la question de base qui était les stratégies pour la circulation des auteurs, pour moi, je lis forcément à la circulation des ouvrages aussi. C'est déjà, pour moi, déjà de savoir pourquoi on le fait, la promotion. Ça paraît évident, mais c'est quand même bien de le rappeler en tant que maison d'édition. Une maison d'édition, ça reste une entreprise. Donc, le but, il y a quand même un aspect économique qu'il faut gérer. Quand on investit dans un ouvrage, dans des auteurs, l'intérêt, c'est que les ouvrages se vendent. Ça, c'est une première chose pour la maison d'édition. Mais aussi, vis-à-vis des auteurs qui nous confient leur manuscrit, si ce n'est pas contractuel, il y a au moins une obligation morale qu'on a d'accompagner les ouvrages une fois qu'ils sont parus. Une fois qu'on dit ça, c'est de se dire aujourd'hui quels sont les freins de la petite expérience que j'ai avec Saraba. Je pense qu'il y a 2 choses. On peut faire le meilleur travail éditorial, la même qualité d'ouvrage qu'on veut. Si l'ouvrage n'est pas connu, s'il n'y a pas de communication, il ne se vendra pas. S'il n'est pas disponible, il ne se vendra pas. Donc ça, c'est 2 points qui sont hyper importants, le fait qu'il soit connu et le fait qu'il soit disponible. Nous, à Saraba, en tout cas, ce qu'on essaie de faire, c'est justement de travailler sur ces 2 points-là de manière très concrète. Sur le plan de la communication, il y a, je vais dire 2 temps. Il y a l'avant, le livre, il n'est pas encore sorti. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des réseaux sociaux qui permettent, à moindre coût en tout cas, de communiquer en masse. Donc ça peut être du teasing, ça peut être des annonces qui font qu'en tout cas, on va susciter l'intérêt auprès des futurs lecteurs. Et une fois que l'ouvrage sort, ben là, il faut mouiller la chemise en fait en tant qu'éditeur. Il faut aller au charbon, essayer de faire en sorte qu'il y ait le maximum d'événements et de presse autour de l'ouvrage de son auteur. C'est les communiqués de presse, donc si on a les moyens, on a un chargé de presse. Si on les a pas, en tout cas en tant qu'éditeur, on mouille sa chemise et puis on essaie d'avoir ces contacts, que ce soit pour les médias écrits, de la télé, de la radio, que les gens sachent que ce livre, il existe, et après, c'est organiser le maximum d'événements autour du livre. On a parlé des événements classiques, les librairies, les cafés littéraires, mais on peut même aller au-delà de ça. En fait, l'idée pour moi, c'est de dire, partout où le livre est susceptible de rencontrer son futur lecteur, il ne faut pas hésiter à y aller. Et pour être très concret, Saraba, c'est ce qu'on fait. Michel, je pense qu'il est ressorti, qui travaille avec moi à Saraba. Moi, dès que j'ai commencé, en décembre, nos premiers ouvrages sont sortis. En janvier, Michel a commencé. Moi, j'ai dit, la première condition, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit sur le terrain pour que Saraba soit connu, qu'on sache qu'il y a des livres qui existent et qui soient disponibles dans le maximum d'endroits. On a fait les bons ventes classiques, mais Michel, effectivement, il va avoir les concepts de sort, les stations-service, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on a. Et tous les jours, il fait en sorte que les livres soient disponibles partout. Donc voilà, c'est ces 2 problèmes-là qu'il faut résoudre pour moi. Et après, les pistes de solutions, ça m'amène à une chose. Quand on parle du fait que le livre soit disponible partout, pour moi, du fait d'avoir été aussi libraire depuis 5 ans, ça permet aussi d'avoir une vision un peu plus en recul sur la chaîne du livre. L'édition, c'est sûr qu'il y a des choses à améliorer dans l'édition, comme dans tout secteur. Mais pour moi, le principal problème qu'on a, il est, une fois que les livres ils sont faits, où est-ce qu'on les trouve? Je me réfère à la France parce que j'y ai été, je vois qu'il y a un réseau de librairies qui est très dense, qui est très important, et ça favorise la circulation du livre. Donc, comme il disait tout à l'heure, c'est rapprocher les lecteurs du livre. Ça peut être des petites librairies de quartier où les gens n'auront pas peur d'aller. Ça peut se faire avec un accompagnement des institutions. Le deuxième point, si on réfléchit à une échelle plus sous-régionale, c'est la question du transport. Ça en coût. Pareil, je me réfère aussi à la France. Je sais qu'aujourd'hui, en tant que libraire, on peut avoir des aides avec la centrale d'édition pour pouvoir importer des livres. Et ça facilite les commandes des libraires. Je pense que voilà, déjà c'est 2 aspects. On va s'en tenir à ça pour l'instant. Moi, donner la parole au public. Je pense que le secrétariat de Philippe, je ne sais pas s'il y en a même, nos amis camarades là, devrait peut-être consigner un certain nombre de recommandations fortes, qui sortent un peu de nos discussions, pour peut-être les prendre en charge. Par quel mécanisme, je ne sais pas. Mais enfin, il y a des sujets sur lesquels les professeurs eux-mêmes sont en train de discerner. Ce serait bien de prendre en compte 2 actes. Alors, oui, l'État a été interpellé ici ou là. Je peux parler de ce qui concerne le Sénégal. Juste une illustration. En préparant un peu cette discussion, j'ai regardé les archives, et de 2017 à aujourd'hui, l'État, le ministère de la Culture du Sénégal, a accompagné près d'une centaine d'opérateurs, éditeurs, écrivains, rarement personnel administratif, mais enfin le management culturel du ministère. Un peu partout dans le monde, j'allais dire. J'ai une liste là qui est peut-être pas très exhaustive. Cotonou,
Libreville, Ouaga, Abidjan, Conakry, Casablanca, Genève, Sharjah, Le Caire, Alger, Francfort, Paris, Bruxelles, et j'en oublie probablement. Oui, le Canada. Merci beaucoup. En 2014, nous étions à l'honneur à Montréal. Bon, bref, au Canada. Donc tout ça pour dire qu'il y a quand même un effort qui est là, d'accompagnement et de promotion, qui n'est pas négligeable. Mais enfin, la parole est à ceux qui souhaitent la prendre pour un peu enregistrer l'avis de la salle. Monsieur? Oui, le micro-baladeur. Alors, si vous pouvez vous présenter, rapidement. Bonjour à tous, monsieur le directeur, bonjour à tous les éditeurs. Je suis Serge Brin, auteur, éditeur de Côte d'Ivoire. Alors, je voulais revenir sur ce qu'a évoqué ce qui tombe l'édition en Côte d'Ivoire et peut-être aussi au Sénégal et ailleurs. C'est la question de la formation dans les métiers du livre. Il ne faut pas prétendre être éditeur si on ne sait pas de quoi parle l'édition. Chez nous, et je le remarque ici aussi, même au Mali, à Conakry, il y a un bouillonnement d'édition. Beaucoup de nouvelles maisons se créent, beaucoup de livres se publient. Et je le remarque ici aussi, et même au Mali, à Conakry, il y a un bouillonnement d'édition. Beaucoup de nouvelles maisons se créent, beaucoup de livres se publient. Malheureusement, ce qui concerne la Côte d'Ivoire à son temps, il y a beaucoup de déchets, beaucoup de mauvais livres. Pourquoi? Parce que les nouvelles maisons, les jeunes maisons, tenues par des jeunes éditeurs, très jeunes d'ailleurs, ne savent rien des métiers du livre. Il faut donc que les fêtières, organisées en groupement d'intérêt, où l'État puisse former les éditeurs. Si on veut être compétitif, parce que je suis lecteur au prix Orange, et je remarque que nos livres, par rapport donc aux livres qui nous viennent du Nord, il y a un problème. On n'est pas compétitif du point de vue de la fabrication, on n'est pas compétitif du point de vue du contenu, on n'est pas compétitif sur beaucoup de points de vue. Donc il faut former nos éditeurs. Il faut les former. Alors j'ai une question pour mes deux confrères, Sansi et la Guinée et l'autre. Ils ont parlé d'implication des auteurs. Je suis auteur, je veux me faire éditer à Conakry ou au Sénégal. Quels sont les différents niveaux d'implication des auteurs? Tout à l'heure vous l'avez évoqué, mais je veux des précisions. Merci. Je suis Constance Komara. Depuis l'année dernière, mon nom est écorché par le Philippe. Je me plains, ça ne change pas. Ce n'est pas Komara, c'est bien Komara. L'année dernière, j'ai participé à ce même panel. Et je me rends compte qu'il n'en est rien ressorti. Tout à l'heure, monsieur l'éditeur a parlé de véritables feuilles de route. Au sortir du deuxième filit, il faut véritablement que les choses soient matérialisées. On parle d'une confédération, d'une association, pourquoi pas d'éditeurs africains. Le microcosme peut commencer par ceux qui sont là. Parmi ceux qui sont là, certains étaient là déjà l'année dernière. Il faut faire un premier pas, il faut formaliser déjà quelque chose, mettre en place quelque chose. Et les autres vont fédérer le groupe et puis le groupe va être plus fort. C'est mon apport que je voulais signifier. Et puis le deuxième élément sur lequel je rebondis, c'est l'élément de Mme Juliette Ndong. Le thème principal de ce panel, c'est la circulation des ouvrages en Afrique. Comment cela se passe? On écrit, moi je suis écrivain ivoirien, je suis lu au Burkina parce que mon éditeur arrive à distribuer mes livres au Burkina. Elle a dit la distribution coûte cher. Mais le canal du train fait que les ouvrages de Côte d'Ivoire arrivent facilement à pénétrer le marché burkinabé. Pourquoi ne pas se baser sur ce canal-là?
Je pense qu'il y a le train entre le Burkina et puis le Sénégal. Moi, je conseillerais à mon éditeur de poursuivre sur la voie. Mais il faut trouver les moyens de faire circuler le livre en Afrique. Généralement, au salon du livre d'Abidjan, quand les auteurs africains arrivent, bon, à peine on les connaît. On prend rapidement 1 ou 2 livres, et puis c'est tout. Une fois que j'ai lu un auteur sénégalais qui me plaît bien, s'il ne revient pas au prochain salon du livre, je ne pourrai pas avoir accès à une note de cette bibliographie. Et c'est vraiment dommage. Il faut véritablement que les éditeurs pensent à ce problème-là, la circulation du livre en Afrique. Merci. Voilà, merci. Comme je me présente, c'est Abdourahmane Diallo. Je suis poète, écrivain de Kolda, à l'intérieur du pays. Je voudrais saluer en tout cas cette organisation du festival, n'est-ce pas? Saluer également les écrivains, les éditeurs qui sont venus un peu partout de l'Afrique et dire, en 2008 par exemple pour la Casamance et pour Kolda, nous étions à 2 écrivains. En 2008, c'est Seydou Sow qui est ici présent et malheureusement Diéwo Gueye qui est disparu. Donc c'est à partir de 2008 que Golko Dieu et moi, qui est à côté de moi, nous nous sommes engagés à écrire. Et nous avons été édités à partir de 2009. Et depuis lors, nous sommes aujourd'hui à plus d'une vingtaine d'écrivains de Kolda et même des écrivains de la diaspora. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, le problème aujourd'hui, nous connaissons les classiques des écrivains africains, mais les jeunes écrivains, on a l'impression qu'on ne les connaît plus. Les Mongo Betty, les Cheikh Hamidou Kane. Pourquoi aujourd'hui les jeunes écrivains ivoiriens ou guinéens ou burkinabés ne sont pas connus au Sénégal? Il y a un problème à ce niveau-là. Chez nous au Sénégal, et je le dis sous le contrôle des éditeurs sénégalais, moi je suis professeur de français et chef d'établissement. Les ouvrages scolaires sont généralement édités en France. Donc les éditeurs sénégalais n'ont pas la possibilité de publier des ouvrages chez nous. Et ça, c'est un problème. Il faudrait que davantage, au niveau du Sénégal, que les ouvrages, les manuels scolaires soient édités par des éditeurs sénégalais. Pas comme ce qui se passe, je pense, en Côte d'Ivoire. C'est un problème. En 2020, je crois, il a sorti une anthologie, parce que nous sommes dans la région naturelle de la Casamance, l'anthologie de la littérature casamançaise, où on a eu des écrivains de la région de Ziguinchor, de la région de Sédhiou et de la région de Kolda. Ça a permis à nous autres de faire connaître ces écrivains-là avec une préface magnifique du professeur ancien ministre Mahili Gassama. Donc je pense que nous demandons à être soutenus et nous sommes en train de préparer, Seydi le sait, Golko Dieu le sait, nous sommes en train de préparer chez nous à Kolda une édition, en tout cas un salon du livre. Malheureusement, les moyens ne suivent pas, mais en tout cas, nous sommes en train de nous battre. Le problème, je termine par là, Président, nous avons chez nous une crise de la lecture, c'est la vérité, mais également une absence d'une culture de la lecture. La lecture, c'est une crise. Ah oui, voilà. Non, mais c'est deux dames qui sont vraiment. Moi, c'est pas une question, c'est juste une remarque. C'est aussi un véritable d'être à Constance Komara. Et Komara. Donc, ce sera moi qui vais corriger sur le programme. C'est juste pour dire, je parle presque sous contrôle de ces coups qui sont là-bas. Je me permets de parler avec lui. Cette année, en février, à la rentrée littéraire de Bamako, dès que j'en étais à sa 15e édition, il y a eu vraiment un effort pour rassembler à la fois des organisateurs de manifestations culturelles et littéraires, et d'autre part des éditeurs. Il y avait déjà ces tables rondes autour des éditeurs, mais il y a un début de réponse peut-être qui a été apporté. Je crois qu'il y a une liste qui a circulé, un embryon de tentatives pour se fédérer, et je pense que c'est, voilà, on pourrait adjoindre, enfin, disons,
additionner ces forces en présence, c'est-à-dire ce qui s'est passé à Bamako en février cette année et les demandes qui émergent ici. Et ça permettrait, en se réunissant tous, au moins de faire circuler les informations. Je pense qu'au moins une liste circule. On est d'accord, c'est cool. On peut faire ça, même on peut s'occuper de récupérer les contacts et puis essayer de mettre ça en commun pour les prochaines éditions et pour que quelque chose s'installe. Bonne proposition pour la dernière. Aïe. Ok. Bueno Weleki, de Côte d'Ivoire. Et je voudrais intervenir rapidement sur deux choses. D'abord, le fait que beaucoup d'éditeurs aujourd'hui le sont devenus parce qu'ils étaient d'abord, ils écrivaient et ils ne trouvaient pas d'éditeurs et subitement ils sont devenus leurs propres éditeurs. Et bon, c'est possible aujourd'hui, chacun peut éditer son livre, et puis, mais je comprends la nécessité d'une professionnalisation dans ce domaine. Mais je voudrais surtout attirer l'attention des auteurs, éditeurs, sur le fait que la correction est très, très importante. Je parle ici en tant que présidente d'un jury du prix Ivoire en Côte d'Ivoire. Nous avons reçu parfois des livres, vraiment l'histoire était extraordinaire et tout ça, mais à cause des fautes dans le livre, on n'a pas pu les primer. Parce que nous, à partir du moment où il y a déjà plus de 5 coquilles dans un livre, on ne peut pas le primer parce que c'est pas sérieux. Une fois même, sur un livre qu'on a primé, qui était d'une Sénégalaise, mais on l'a fait que parce que l'éditeur s'est engagé à sortir immédiatement une version corrigée. Donc ça peut jouer sur les résultats de votre livre si les corrections ne sont pas faites. Donc les corrections, il faut en amont essayer de le faire. Déjà au niveau des auteurs, c'est pour ça que c'est mieux aussi d'envoyer maintenant des textes numériques, là où vous êtes assuré que, parce que quand c'est des tapisseries et que après les gens doivent copier, c'est encore beaucoup de risques de plus de fautes. Donc c'est juste dire ça que c'est très important pour la suite de votre livre qui peut souffrir de... Parce que soit on n'a pas eu un texte et tout ça, il peut voir sa carrière très mal se terminer. Voilà, c'est merci beaucoup. On va libérer l'espace. Je suis désolé, tout le monde aurait pu prendre la parole pour enrichir nos réflexions. Mais en fait, comme on dit, on est un peu des cours, etc. En tout cas, merci à tous. De belles propositions ont été faites. On va les connecter à ce qui s'est fait à Bamako ou ailleurs. La question des agendas, en 2013 déjà, on en a parlé ici à la carte. Donc il y a beaucoup de choses à faire et à dire. Et voilà, on est là pour ça. En tout cas, merci et félicitations. Merci.